Il est 10 heures. Bonjour à tous, bienvenue sur cette webconférence de la DCF. Vous savez qu'on vous propose à la DCF depuis mi-avril des webconférences pour gérer la crise et préparer la reprise. Aujourd'hui, il va s'agir de voir ce qu'il en est de la reprise, puisqu'on va parler des perspectives financières à court et moyen terme pour les budgets intercommunaux. Donc à la fois des recettes dans une première partie et des dépenses dans une deuxième partie. Avant de commencer nos échanges avec Claire Delpech, ma collègue conseillère finance et fiscalité de la DCF, je tiens comme d'habitude, pour ceux qui connaissent déjà les règles, j'en suis désolée, à vous indiquer quelques règles pour ce webinaire. La première chose à vous dire, c'est que nous utilisons l'outil Zoom. On sait qu'il y avait quelques failles de sécurité au début. Sachez qu'on a mis toutes les barrières en place pour pouvoir sécuriser cette webconférence. On ne devrait pas être importuné pendant nos échanges. La deuxième, justement, sur ces échanges, c'est qu'on a évidemment, bien sûr, beaucoup de choses à vous dire, enfin en tout cas pas moi, mais Claire, sur les finances et la fiscalité, donc ce qui va en être des budgets des intercommunalités, mais on aimerait aussi avoir vos questions. On est sûr qu'il y en aura beaucoup parce que vous êtes nombreux, mais aussi vos retours d'expérience si vous en avez, donc n'hésitez pas. Pour pouvoir converser avec nous, vous avez le chat. C'est plutôt ici pour discuter librement. Ce n'est pas forcément ici qu'on posera des questions formulées sur lesquelles Claire pourra se positionner. Mais vous pouvez aussi lever la main, c'est-à-dire que pendant les sessions d'échange, moi, je prendrai prioritairement les gens qui lèvent la main et qui donnent leurs questions à l'oral. Donc, surtout, n'hésitez pas à lever la main pendant les questions d'échange. Je vous ouvre le micro et vous pouvez poser votre question en direct. C'est toujours plus agréable. Enfin, vous avez les questions-réponses. Ici, j'attire votre attention. Vous pouvez poser des questions et les formuler. Et plutôt que de poser une question qui risque d'être tout en bas du tableau et que je risque de ne pas voir, n'hésitez pas à voter pour une question qui ressemble à la vôtre. Elle atterrira en haut du tableau et il y aura plus de chances qu'on puisse sélectionner la question et y répondre. Je vous rappelle que vous êtes très nombreux. Je pense qu'aujourd'hui, on risque d'être, enfin, on va être, et c'est une chance, 200, 250. Vous aurez beaucoup de questions. Si toutefois on ne répond pas à toutes les questions, on se retournera vers vous pour répondre à certaines qui n'ont pas été répondues. Et on n'est pas, enfin, comment dire, on peut vous dire qu'il y aura probablement une deuxième édition de cette rencontre pour répondre aux dernières questions, s'il en reste toutefois à la fin de nos échanges. Je vous rappelle que cette vidéo sera disponible en replay dès demain sur le site de la DCF. Et sans plus tarder, je me tourne vers Claire Delpech, conseillère finance et fiscalité de la DCF, qui nous présentera aujourd'hui donc les deux parties de cette rencontre sur les recettes et sur les dépenses. Et je vous indique également que Simon Moreau, notre responsable des affaires juridiques et institutionnelles, est en coulisses, on va dire, pour répondre à toute question éventuelle qui pourrait mêler à la fois finance et institutions, puisqu'on sait qu'évidemment ces deux sujets sont mêlés. Claire, je te laisse prendre la main. Ah, ton micro. Hop là. C'est parfait. Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être présents sur ces webinaires. Pardon. Bonjour Simon, bonjour Cécile. Alors effectivement, on va parler aujourd'hui de la question des recettes. Alors, voilà, ça y est, c'est parti. Bon. Très bien. Alors, on va effectivement le faire, comme le dit Cécile, en deux parties, sur ces questions des perspectives financières à court et moyen terme pour les budgets intercommunaux. On va d'abord aborder la question des ressources et dans un deuxième temps, on parlera de la question des recettes. L'idée ici, c'est pas tant d'être très affirmatif et d'aborder de façon chiffrée les perspectives des budgets pour 2020 et les années suivantes, mais c'est surtout d'essayer d'identifier quelles sont les principales tendances qui peuvent peser à court, moyen ou plus long terme et de donner aux responsables administratifs et politiques des collectivités le besoin de visibilité qui est le leur concernant l'évolution de ces ressources et ces dépenses
avec un objectif qui est celui de préserver à tout prix les marges de manœuvre dans la perspective de la reprise et ensuite de la relance. On va regarder sur les recettes les principales ressources fiscales, tarifaires, versements mobilité, dotation d'État. On aura un petit témoignage avec Guillaume Quérel de la communauté de communes du Pont du Gard. Et puis ensuite, on regardera du côté des dépenses. Et là, c'est Delphine Martin-Chaume de la communauté du bassin de Pompée qui nous apportera quelques éléments. Alors peut-être en introduction, sur cette question des impacts de la crise sanitaire sur les ressources, je vous propose un premier graphique qui montre la répartition des recettes réelles de fonctionnement, des différentes recettes réelles de fonctionnement, tant au niveau des communes qu'au niveau des groupements. Et finalement, 3 enseignements à retenir à partir de ce graphique. Le premier, c'est que potentiellement, 2/3 des recettes de fonctionnement des collectivités du bloc local sont concernés par les effets de la crise. Les impôts, on voit apparaître ici sur le graphique en bleu, les impôts locaux, plus de la moitié des ressources communes et groupements à fiscalité propre sont composés par les différents impôts locaux, mais aussi les autres recettes fiscales dont on va parler, TOM, taxes de séjour, DMTO, et puis enfin les recettes tarifaires, prestations, redevances, donc plus des 2/3 des ressources des collectivités sont potentiellement concernés par les effets de la crise. Deuxième point important, les intercommunalités sont dans une situation de surexposition pour 2 raisons. D'abord parce qu'elles sont très fortement concernées par ces ressources, un petit peu plus, vous voyez, 55% en matière d'impôt local, mais aussi parce qu'elles ont beaucoup de compétences qui sont en lien avec ces recettes, notamment sur les autres recettes fiscales et sur les recettes tarifaires, et puis aussi parce qu'elles pilotent de nombreux syndicats eau, assainissement, déchets, et qu'il y a un lien financier, une dépendance financière, bien évidemment, entre ces syndicats et les intercommunalités. Donc là, on aura quelque chose d'important à regarder. Et troisième enseignement de ce graphique, vous voyez que les dotations de l'État, 20% en moyenne, elles vont être appelées à jouer un rôle amortisseur, voire assurantiel, peut-être voire de compensation, il faudra en reparler. En tout cas, elles jouent un rôle, elles sont appelées à jouer un rôle important, et ces dotations, le calcul de ces dotations repose, qu'il s'agisse de dotations nationales, DGF ou de dispositifs locaux de péréquation, je pense au FPIC en particulier, le calcul de ces dotations prend en compte l'ensemble des autres éléments sur les ressources, donc bien évidemment, il y aura un effet lié. Si on essaye de réfléchir à la question des conséquences de la crise sanitaire sur les ressources des collectivités locales, je pense qu'il faut prendre en compte différents paramètres qui sont exposés ici. Il y a un premier paramètre qui est la question de la temporalité. Selon la nature de la ressource, l'effet va être immédiat ou différé. L'effet, il va être immédiat, vous l'avez déjà senti sur vos propres budgets, du fait de l'arrêt des activités, sur les recettes tarifaires, la taxe de séjour, versement mobilité, octroi de mer. Là, on a un effet qui va impacter tout de suite les budgets dès 2020, que ce soit les budgets votés ou que ce soit des budgets qui vont être votés tout prochainement dans la limite du 31 juillet donné par les ordonnances de mars. Et puis pour d'autres ressources, l'effet va être différé. Il ne se passe rien en 2020 puisque les assiettes ont été calculées ou reposent sur les années antérieures, mais en revanche, il va y avoir un effet de violent à très violent sur les années 2021, 2022, voire peut-être plus tard. Deuxième paramètre, il faut noter que selon la nature de ces ressources, la nature de la perte, le degré d'intensité peut être différent. Il y a des pertes de ressources qui peuvent être conjoncturelles. Les services publics se sont arrêtés, la ressource n'est plus là, mais les activités vont pouvoir repartir, en tout cas on l'espère, et avec elles, la ressource. À côté de ça,
il y a des pertes de ressources qui sont beaucoup plus structurelles, qui peuvent être liées à des défaillances d'entreprises qui malheureusement généraient des ressources mais ne repartiront pas ou auront énormément de mal à repartir et dans des conditions d'assiette tout à fait différentes. Et là, on a un effet plus structurel sur la ressource qui viendra impacter différemment les équilibres financiers. Troisième paramètre, la nature du panier de ressources. En matière de fiscalité en particulier, on sait que les impacts vont être très différents selon que l'assiette repose sur un stock qui a vocation à être plus stable, foncier bâti, CFE en particulier, ou sur des recettes qui sont plus sensibles aux aléas de la conjoncture, comme la CVE. Et puis enfin, dernier paramètre, la composition même du panier de ressources. Certains territoires sont très exposés par les pertes de ressources du fait de la composition même de leur panier, parce que les ressources sont très concentrées sur une ressource. Taxe de séjour pour les territoires littoraux, les territoires de montagne, à l'opposé des territoires qui ont des ressources plus variées, seront peut-être moins exposés et peut-être auront une capacité d'amortir les effets de la crise un peu plus grande. Je pense en particulier aux territoires urbains, où on a généralement un panier de ressources un peu plus composite. Alors, quel enseignement peut-on tirer ou quelle prospective peut-on faire, quelle tendance peut se dégager? On va commencer par regarder les recettes tarifaires et les produits des services. Vous voyez qu'ici, vous avez un tableau qui vous donne à la fois la liste des recettes correspondantes, principalement les comptes 70-73 sur la nomenclature M14 ou M57. Il s'agit d'un premier travail de chiffrage qui a été piloté par l'équipe de l'OFGL. Il est en cours de travail, ce chiffrage. On est donc plutôt sur des estimations, mais on voit quand même des phénomènes apparaître, des ordres de grandeur apparaître. Ici, les différents produits des ressources et recettes tarifaires ont été classés dans ce tableau en fonction de l'intensité de l'impact lié à l'arrêt des activités, à la crise sanitaire. Bien évidemment, et cela ne surprendra personne, un effet très fort, un impact très marqué sur un premier ensemble qui est composé des recettes tarifaires, billettiques, des services publics, les équipements culturels et sportifs, les piscines, les bibliothèques, les cantines, le scolaire, le périscolaire, le transport. Vous voyez qu'ici, l'effet est beaucoup sur 2020. Il touche à la fois les communes, les GFP, les groupements en fiscalité propre, et de moindre façon les syndicats, beaucoup les communes, parce qu'ici on a beaucoup le scolaire qui est très très fortement impacté par l'arrêt des activités. Qu'est-ce qui va se passer en 2021? Là c'est difficile de le dire de façon très certaine, mais ça dépendra bien évidemment du rythme de reprise, de l'intensité de la reprise sur ce premier ensemble de ressources. Il y a un deuxième ensemble de ressources en lien avec les produits des services et les recettes tarifaires, c'est tout ce qui touche au stationnement, aux redevances d'occupation du domaine public et de moindre façon, là je suis sur du compte 75, le revenu des immeubles, il faut comprendre ici plutôt les loyers en particulier. Vous voyez que là encore, les communes sont en première ligne en quelque sorte. Ces recettes vont être impacté de façon un petit peu moins importante parce que là, bien évidemment, il y a des effets sur 2020, mais il y a aussi un effet sur les décisions locales qui ont été différentes d'un territoire à l'autre selon qu'on décide de faire des reports sur le paiement des loyers de façon très généralisée, de façon plus sporadique selon certains territoires. Et puis, un troisième ensemble qui concerne ces produits des services et ces recettes tarifaires, qui va subir un impact un peu moins fort, avec un peu moins une sensibilité moins directe sur la crise sanitaire, parce que là, les recettes qui sont en lien avec ces services, principalement services d'eau, services d'assainissement, ont continué à être assurées pendant la période de confinement et pendant la crise, et du coup, les ressources continuent en quelque sorte à arriver. Bien évidemment,
Ça va dépendre de l'organisation du service, qu'il s'agisse du service des déchets pour la redevance spéciale ou pour la ROM, ou qu'il s'agisse des services d'eau et d'assainissement. Bien évidemment, ici, il y aura à gérer dès à présent ou peut-être selon le rythme de facturation dans un second temps d'éventuels problèmes de ménages ayant des difficultés à payer leurs factures du fait des mesures de chômage et de la fin de la prise en compte du chômage partiel, mais on est sur un effet un peu moins sensible, un peu moins direct en tout cas, des impacts de la crise sanitaire sur ces produits, des services et ces recettes tarifaires. L'OFGL a produit une carte très intéressante qui représente le poids du compte 70, des inscriptions au compte 70, c'est-à-dire des produits en lien avec les biens et les services à l'échelle communale sur les recettes réelles de fonctionnement. Et elle est, je trouve, très, très éclairante de ce qui peut se passer sur les territoires. En moyenne, ces ressources représentent 11% pour l'ensemble des communes, avec des effets de concentration qu'on voit ici, notamment sur les parties littorales, que ce soit ce littoral-là ou ici le pourtour méditerranéen, où on est plutôt sur une moyenne de 14% du poids de ces recettes compte 70 dans les recettes réelles de fonctionnement. On voit aussi, bien évidemment, sur les petites villes et les zones urbaines, on voit bien ici, partout, il y a en fait du service public de façon un peu concentrée, des taches rouges qui marquent un phénomène plus important, un pourcentage plus important du poids de ces ressources. Une particularité ici concernant les communes de l'Est de la France, sachant qu'ici on a beaucoup de petites communes et bien évidemment l'effet et le pourcentage de recettes tarifaires et de produits des services est plus important pour les recettes réelles de fonctionnement dans les petites communes qui souvent n'ont que ces ressources-là, donc un niveau d'exposition aussi à la crise qui est très, très important. Deuxième catégorie de ressources, les ressources fiscales. Là, je vous emmène en quelque sorte au pays de la fiscalité locale et on va essayer de réfléchir ensemble aux impacts de la crise sanitaire sur ces recettes fiscales, en commençant par la CFE. La CFE, c'est le principal impôt économique des intercommunalités. On est sur un volume de 7,3 milliards d'euros, donc un volume tout à fait significatif. Toutes les activités professionnelles sont concernées dès lors que le chiffre d'affaires est supérieur à 5 000 euros. Et pour mémoire, la base d'imposition de la CFE, c'est la valeur locative des biens passibles de taxes foncières qui sont utilisés par le professionnel pour son activité, qu'il soit locataire ou qu'il soit propriétaire. Et cette valeur locative, on la prend en N-2 pour les besoins d'établissement de l'imposition. Donc on peut dire que finalement, la fraction de la CFE qui repose sur ces valeurs locatives, c'est-à-dire à peu près 80% du produit de CFE, est un impôt qui devrait être relativement stable. On est sur un impôt de stock, donc ça devrait quand même assurer une relative stabilité à ces recettes fiscales, même si bien sûr il va y avoir des difficultés peut-être de paiement pour certaines entreprises qu'il faudra identifier, notamment celles qui sont locataires et qui auront, du fait de l'arrêt de leur activité, une difficulté pour financer peut-être pour payer des loyers, mais on est quand même sur un impôt de stock, donc relativement stable, avec une répartition relativement homogène sur le territoire national. Vous voyez ici le produit de CFE à l'échelle intercommunale en euros par habitant sur la base des éléments du REI 2018. On voit quand même que la quasi-totalité des intercommunalités françaises, alors on est du plus clair au plus foncé, de plus à moins, donc en bénéficie. On retrouve les sites, vous voyez ici la zone de la Hague, les grands secteurs industriels, la vallée de la Seine, un petit peu la vallée du Rhône ici. Ici, on a les barrages, donc on retrouve des zones de forte concentration de cette CFE. On voit bien qu'elle est quand même en lien là aussi avec
bien évidemment, où il y a des activités, les zones urbaines. Quelques éléments, ici, on voit des communes rurales où on retrouve ici notre secteur de l'Est où il y a là beaucoup moins d'activités économiques et des niveaux de ressources fiscales très faibles pour ces territoires, mais une répartition, j'ai envie de dire, relativement homogène de cette CFE. Finalement, concernant la CFE, l'inquiétude vient pas tant de la CFE classique, je dirais, mais plutôt de la cotisation minimum à la CFE. Cette cotisation minimum, elle est il y a une très forte sensibilité parce que l'assiette de la cotisation minimum, c'est le chiffre d'affaires. Vous savez, c'est un barème de chiffre d'affaires qui est décidé par les collectivités locales. Tous les contribuables sont obligatoirement imposés à la CFE, mais si cette imposition est très faible, alors elle est remplacée par une cotisation minimale. Et cette cotisation minimale, elle est fonction de tranches de chiffre d'affaires, tranches décidées par des barèmes votés par les collectivités avec un plancher et un plafond, et bien évidemment l'arrêt des activités pour les contribuables qui sont concernés, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, les professions libérales, vont baisser, les chiffres d'affaires vont baisser et peuvent entraîner un glissement vers les tranches les moins exposées. Donc on risque d'assister à un recul du produit de cette cotisation minimale avec un effet plutôt sur 2022 puisque les chiffres d'affaires sont N-2, donc la situation de 2020, la baisse du chiffre d'affaires de 2020 va avoir un effet plutôt en 2022. Et puis à ça pourrait s'ajouter une toute nouvelle exonération qui vient d'être décidée par le gouvernement et qui concerne les professionnels du tourisme, où le choix a été fait d'apporter une aide au secteur du tourisme, au secteur hôtelier, et cette exonération, elle concerne une prise en charge par l'État du 2/3 de la cotisation qui serait compensée à 50% pour les collectivités qui souhaiteraient la mettre en place. Il faudra, si les collectivités le souhaitent, bien évidemment, prendre une délibération. On peut imaginer quand même qu'un certain nombre de collectivités vont assez rapidement recevoir des sollicitations de la part des professionnels restaurateurs, cafetiers, professionnels du tourisme, qui sont fortement frappés par la crise sanitaire pour mettre en œuvre cette exonération et sur les 2/3 donc, de la cotisation. Et là, l'effet sera immédiat sur 2020. On y reviendra le cas échéant. Très, très, très rapidement, un graphique pour vous signaler que cette cotisation minimum, elle est importante parce qu'elle représente 20% du produit de la CFE, même si c'est assez inégalement réparti sur le territoire national, c'est quand même tout à fait significatif. Ça veut dire que 20% du produit de la CFE peut être fragilisé avec un effet d'atténuation qui est représenté sur ce graphique qui montre que 65% des contribuables à la CFE sont plutôt sur les tranches très basses de la CFE, avec des chiffres d'affaires tout petits, moins de 5 000 euros. Donc le risque, c'est que ces contribuables-là aillent vers ces petites tranches et que cette catégorie de contribuables sorte même de la cotisation minimum puisqu'elle est fixée sur ce chiffre d'affaires qui est assez faible. Ce qui veut dire que la CFE, elle repose quand même beaucoup sur des contribuables qui ont des très, très petits chiffres d'affaires. On voit ici la répartition des contribuables à la CFE, à la cotisation minimale de la CFE en pourcentage du nombre de contribuables à la CFE. On retrouve ici les secteurs d'activité qu'on voyait tout à l'heure sur la répartition de la CFE, principalement des secteurs urbains, le sillon rhodanien qu'on voit très bien ici, mais aussi on voit bien là les zones de littoral dans ces secteurs qui vont être impactés par la CFE.
Deuxième impôt fortement impacté par la crise, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Là, on est sur quelque chose d'assez particulier avec cette CVAE. Les activités qui sont imposables à la CVAE sont finalement les mêmes que celles qui sont imposables à la CFE. Et on est ici sur une double assiette. Vous savez qu'il y a à la fois une assiette chiffre d'affaires et en même temps une assiette valeur ajoutée, qui ne joue pas les mêmes pour les entreprises et de la même façon pour les entreprises et pour les collectivités. Petit rappel, pour les entreprises, le taux qui s'applique sur la valeur ajoutée et donc qui va composer leur imposition, il est progressif et variable selon leur chiffre d'affaires. Les entreprises, elles commencent à payer à partir de 500 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on voit sur ce petit graphique qui est là. Alors que les collectivités, elles touchent une CVAE sur la base d'un taux unique qui est de 1,5 de la valeur ajoutée pour toutes les entreprises dès lors que leur chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros. La différence, comme vous le savez, elle est prise en charge par l'État sous ce fameux dégrèvement barémique. Il y a un autre plafond qui existe que je mentionne ici et que vous retrouverez quand vous récupérerez le diaporama. Donc pour les collectivités et l'effet de la CVAE à prendre en compte, les éléments à prendre en compte pour calculer, pour évaluer, réfléchir à l'effet de la crise sanitaire sur la CVAE, finalement, j'en vois 4. Le premier, c'est que la CVAE dont bénéficient les collectivités locales n'est pas directement connectée à la situation de l'entreprise. En fait, dans la CVAE que reçoivent les collectivités, il y a un mélange de différents millésimes de CVAE, puisque l'État collecte l'impôt auprès des entreprises et ensuite le redistribue aux collectivités. Et dans la collecte que fait l'État, en fait, on a à la fois des acomptes qui correspondent à la situation économique N-1, donc en 2020, bien évidemment, la CVAE elle a été perçue par les collectivités, le sujet n'est pas là, mais en 2021, on aura de la CVAE qui va correspondre à une situation économique de 2020, pas très bonne, mais on aura aussi un solde sur la situation économique de 2019, qui, elle, était très différente. Donc, il va y avoir une espèce d'effet à la fois amortisseur et surtout étiré, étalé sur 2021 et 2022 de cet impôt qui reste quand même un impôt de flux et qui est très fortement sensible à la conjoncture. Donc, les territoires industriels qui sont très, très connectés qui ont beaucoup d'entreprises sur leur territoire et qui ont un niveau de CVE important, bien évidemment, subiront cet effet sur 2021 et sur 2022, un effet qui va être étiré dans le temps. Cet effet, il va concerner quand même tous les territoires. La CVAE est un impôt territorialisé. Une collectivité, elle va toucher la CVAE des entreprises qui sont sur son territoire. Nonobstant le fait que pour la CVAE des entreprises qui sont multi-établissements, il va y avoir une clé de répartition qui correspond à la fois aux biens immobiliers de l'entreprise, la valeur locative, mais aussi aux effectifs salariés. Donc, il y aura un effet pour les entreprises multi-établissements selon la présence ou pas des salariés et la façon dont les entreprises vont déclarer la présence des salariés sur leur territoire en lien avec l'arrêt des activités. Il peut y avoir tout à coup une CVAE qui va faire des éléments de hausse ou de baisse selon les déclarations de la localisation, de la répartition de ces effectifs salariés. 50% du produit de la CVAE correspond à aux entreprises qui sont multi-établissements. Et puis, troisième effet, bien évidemment, le fait que la CVAE soit un impôt qui est très concentré sur certains territoires, notamment les territoires industriels, bien sûr, mais aussi les territoires urbains. Il y a une forte concentration de cet impôt aussi sur les territoires urbains. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la CVAE sur les années 2021 et 2022, puisque c'est sur ces années-là que la baisse de la ressource pourrait se produire. Quand on regarde l'évolution de la CVAE sur les 7 dernières années, on voit qu'on part d'un point haut en 2019.
Donc de toute façon, j'ai envie de dire, la chute risque d'être encore plus importante. On était en 2019 sur une évolution à 6,8%, avec 2 accidents qu'on peut repérer ici en 2014 et en 2016. On n'a pas tellement le temps de détailler pour l'instant. En 2020, l'estimation qui est en cours de finalisation au niveau national de l'évolution de la CVE tourne autour de 2,7%. Donc il faudra plutôt partir de ça pour voir un peu quel est le pourcentage de chute vraisemblablement de la CVE en 2021 et en 2022. Ce qu'on peut se dire peut-être, c'est que la baisse de la valeur ajoutée, bien évidemment, va faire chuter le produit pour les collectivités, baisse de l'AVA, moins de CVE pour les collectivités, mais la baisse du chiffre d'affaires, double assiette, valeur ajoutée et chiffre d'affaires, va faire que les entreprises, puisqu'elles vont se trouver à un niveau plus faible. Voilà, je voulais retrouver ce petit graphique-là. Elles vont se trouver à un niveau plus faible. Ça va donner lieu à une augmentation du dégrèvement barémique, donc une augmentation de la dépense pour l'État, mais un certain effet amortisseur pour les collectivités. Vous voyez que ce dégrèvement barémique qui est représenté sur ce graphique ici, on voit en bleu la CVE qui est payée par les entreprises, en jaune orangé l'importance du dégrèvement barémique. Il était de 4,8 milliards en 2019, il risque vraisemblablement d'augmenter du fait de la chute du chiffre d'affaires d'un certain nombre d'activités. Alors, quelles sont les activités qui risquent d'être plus particulièrement concernées par la baisse des ressources et l'impact de la crise du Covid-19 sur les ressources fiscales des collectivités? Vous voyez ici, vous avez un graphique qui vous représente la répartition du produit de CVE payé par les entreprises en fonction des différents secteurs d'activité. C'est évidemment assez grossier comme secteur d'activité, mais on voit que, bien évidemment, tout ce qui est en lien avec l'industrie risque d'être fortement impacté. 22% du produit de la CVE provient des entreprises de ce secteur, mais 18% provient des entreprises rattachées au secteur du commerce. On sait que ces 2 secteurs ont été très fortement concernés par l'arrêt des activités. En revanche, une part importante de la CVE vient des activités en lien avec les banques, les assurances, etc. Or, ce secteur banque-assurance a été un peu moins exposé. Donc, vous voyez, les effets sont assez différenciés et bien évidemment, les observatoires fiscaux que vous pouvez avoir dans votre territoire doivent vous permettre de repérer la composition du tissu fiscal de votre collectivité et peut-être de sentir quels peuvent en être les différents effets. Là, j'arrive sur le foncier bâti et la TOM que je mets ensemble, puisque la TOM, c'est la même assiette que le foncier bâti. Quels effets de la crise sanitaire sur ces 2 ressources? Je vous rappelle que le foncier bâti est à la fois sur les ménages et en même temps sur les entreprises. Beaucoup d'attention sur cette recette, puisqu'elle est dans le collimateur, en quelque sorte, de la réforme de la fiscalité, dont on va parler tout de suite. Le foncier bâti, c'est un impôt de stock qui repose sur les immobilisations foncières, donc qui va être moins sujet aux aléas. Ceci étant dit, en 2020, les chantiers ont été arrêtés, donc le flux de croissance de la croissance de cette ressource va être stoppée. Donc on peut s'attendre avec des effets le temps que les enregistrements se fassent en quelque sorte, soient importants en 2022 et surtout en 2023, le temps qu'on enregistre, parce qu'en 2021, on va avoir la croissance du foncier bâti sur l'année 2019, un petit peu 2020, 2022-2023, on aura vraisemblablement les effets sur le foncier bâti de la crise
liées à l'arrêt des activités, très fortement concentrées à l'échelle communale. Et concernant l'atome, on aura des effets reflets, miroirs en quelque sorte, de cette moindre croissance du foncier bâti, avec peut-être quelque chose autour des possibles défaillances d'entreprises et de possibles contentieux pour des entreprises qui pourraient dire finalement, moi mon activité a été arrêtée, ce n'est pas de mon fait. Est-ce que je dois continuer à payer un impôt l'atome, qui même s'il était assuré, puisque les services de collecte ont très très vite redémarré après la crise, je ne pouvais pas en bénéficier du fait de l'arrêt de mon activité. Je ne m'attarde pas là, mais il y a un sujet qui serait intéressant de creuser. Quelques mots sur la taxe d'habitation que les collectivités continuent à percevoir en 2020 au titre des résidences principales et des résidences secondaires. Elle va être remplacée à partir de 2021 par une fraction de TVA pour les intercommunalités à fiscalité propre et puis le foncier bâti qui redescend à l'échelle communale. Pour le moment, rien n'évoque le fait que cette réforme soit annulée ou différée dans le temps. Peut-être que dans la période très difficile que traversent les collectivités sur leurs ressources, elles ont tout à fait intérêt à ne pas trop perturber le schéma fiscal. En tout cas, ce sujet-là n'est pas sur la table en ce moment. Ce qu'il faut noter, c'est que la recette de 2021 sera au moins égale aux ressources de 2020, avec peut-être une difficulté sur l'actualisation de l'assiette de la base en 2020, puisque les travaux d'actualisation de la base ont été arrêtés du fait de la crise sanitaire. L'administration fiscale avait vraisemblablement autre chose à faire, peut-être que d'enregistrer l'exhaustivité de l'assiette dans la perspective de la remplacer par une fraction de valeur ajoutée. Notez également que les hausses de taux par les collectivités qui avaient pratiqué des hausses de taxes d'habitation en 2017 et en 2018 ont été neutralisées et qu'elles commencent d'ailleurs à être ponctionnées sur les 12e de fiscalité. A priori, pas d'impact sur la taxe d'habitation des résidences secondaires. En revanche, après 2020, donc en 2021, la fraction de la TVA, bien évidemment, peut être sujet aux aléas de l'intensité de la reprise et donnera une recette avec une croissance qui sera directement en prise avec la capacité à l'échelle nationale et de reprise économique et de reprise des activités. Donc on peut imaginer qu'en 2021, la reprise sera relativement lente et que le produit de taxe d'habitation risque d'être relativement faible. Même chose en 2022. Alors, les autres recettes fiscales, je passe très très vite sur ce tableau qui, à nouveau, à partir des éléments de l'OFGL et de la DGFiP, détaille les différentes recettes fiscales qui concernent les communes, les GFP et les syndicats. Toutes ces recettes fiscales sont d'une façon ou d'une autre très impactées par l'arrêt des activités, vous voyez ici en particulier sur 2020, donc dès les budgets 2020, DMTO pour les communes, taxes de séjour pour les communes et les intercommunalités, le versement transport, on va en parler tout de suite, taxes d'aménagement, taxes sur l'électricité. Je ne rentre pas dans le détail. À nouveau, vous voyez ici cet ascenseur en quelque sorte des impacts de très fort à moins sensible, avec un impact très fort sur taxes de séjour, octroi de mer, produits des jeux, taxes sur les DMTO, pardon, où là, on a un impact très sensible avec une répartition assez différenciée de ces recettes selon les territoires. C'est surtout ça qu'il va falloir regarder. Des effets de
report possible d'activités qui pourraient repartir, donc des recettes qui pourraient repartir à la hausse en 2021, et puis cet effet de décroissance sur des ressources qui risquent a priori d'être moins concernées, un impact faible sur les budgets 2020, la TASCOM, avec un impact différent selon les catégories de commerce. Certains commerces ont continué à fonctionner, d'autres pas. Les IFER, la TOM et la GEMAPI, qui, parce qu'elles sont, ces deux dernières, assises sur le foncier bâti, sont a priori en 2020 assez peu concernées. Le versement mobilité, alors on est sur une ressource très très fortement concernée par la période de confinement et les mesures de distanciation sociale. Les autorités organisatrices de la mobilité, les AOM, sont doublement fragilisées. D'abord par la chute des recettes tarifaires. Alors c'est vrai que ça représente qu'une partie des recettes d'exploitation, mais c'est quand même 17%. Et puis aussi par les mesures d'urgence qui ont été prises concernant le chômage partiel, qui ont réduit très significativement l'assiette du versement transport, puisque les indemnités versées aux salariés n'étaient pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale. Donc on assiste à un effondrement sur 2020 de cette recette liée au versement transport et une très forte dépendance aux décisions qui vont être prises concernant le niveau de chômage et le niveau de prise en charge de ce chômage pour le reste de l'année, avec un manque à gagner qui va être très très important. D'ores et déjà, des demandes formulées par le GART, mais aussi par les associations de collectivités locales pour réfléchir à des compensations financières, puisqu'il y a une dépendance très très forte entre les budgets des intercommunalités et les budgets des syndicats de transport quand elles ont confié cette activité à un syndicat de transport, ou sur leur propre budget de transport quand elles assurent ce service en direct. Alors pour rester dans les temps, si on veut pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions et échanger avec vous, quelques éléments de synthèse. Donc les impôts de stock, foncier bâti, CFE, vont être plus résistants que les impôts de flux. Ces impôts de stock, aujourd'hui, ils se situent plutôt du côté des communes. On l'a vu, différentes temporalités selon la nature des impôts recettes tarifaires, des recettes tarifaires directement, qui vont directement impacter la baisse des ressources et la baisse potentielle de ressources sur les budgets 2020, et puis des effets 2021-2022 un peu différés. À l'inverse, les recettes fiscales sont, elles, dans un effet plutôt 2021-2022. Tout va dépendre pour les recettes tarifaires de la reprise, mais aussi pour le reste des activités. Donc plutôt un effet conjoncturel pour les recettes tarifaires, plutôt un effet structurel quand il y aura défaillance d'entreprise, des effets territoriaux très différents, on l'a vu. Il va falloir que les dotations d'État puissent jouer leur rôle amortisseur, et puis à noter quand même le fait que cette crise risque d'amplifier le montant que les dégrèvements le montant des dégrèvements que l'État prend en charge, cette nouvelle exonération de la CFE sur le tourisme, je le disais, mais aussi le plafonnement de la CET à 3%, on n'en a pas parlé, le dégrèvement barémique. Donc cette charge va peser sur l'État, et bien évidemment, dès lors qu'une charge pèse fortement sur l'État, il y a un effet de ricochet dans ses relations avec les collectivités locales. Alors la question de la compensation, elle est importante. Pour l'instant, aucun chiffrage, bien évidemment, mais elle est déjà sur la table. Elle devra prendre en compte cette question de la compensation, le fait générateur de la perte de recettes. Est-ce que la perte de recettes est une décision qui a été prise par l'État, une mesure d'allègement, d'exonération et qui s'applique à l'ensemble du territoire? Est-ce que c'est une décision ou des décisions qui relèvent d'un choix local, une décision locale d'accorder une gratuité sur un service ou d'exonérer de CFE, par exemple, certaines catégories de contribuables?
qui auront un effet donc en 2021. Est-ce que c'est une perte de dynamique en raison de la crise? Auquel cas, peut-être que là, il faudra imaginer une dotation de lissage sur ces pertes d'assiettes ou sur des pertes imposées, même si, on le sait, l'État ne pourra pas tout prendre en charge. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Guilhem, mais peut-être Kerel de la communauté du Pont du Gard, mais peut-être pour dire que dès à présent, bien évidemment, difficile d'agir pour, en tout cas d'y voir de façon très, très chiffrée, très évaluée sur ces pertes de recettes, mais il y a quand même un certain nombre de travaux qui commencent à être engagés. La mission pilotée par le député Jean-René Cazeneuve est en train d'opérer, et merci d'ailleurs aux collectivités qui ont participé à ce chiffrage, est en train d'essayer de faire un repérage assez précis et quantitatif, au-delà de cette première approche qualitative que je vous présente, des pertes de ressources qui sont concernées, notamment sur les recettes tarifaires. Peut-être qu'au travers des observatoires que vous avez pu monter dans vos collectivités, vous pouvez d'ores et déjà établir, identifier les points de fragilité, établir un calendrier sur les ressources qui vont, et je pense que là déjà beaucoup l'ont fait, immédiatement être concernés pour les budgets 2020, anticiper sur 2021, se rapprocher des directions départementales des finances publiques pour commencer à évaluer les pertes, en particulier sur les recettes fiscales, et puis surtout bien mesurer les effets report et les exonérations que les uns et les autres vous avez pu décider. Merci beaucoup, Claire. Alors, juste deux précisions avant de donner effectivement la première prise de parole à Monsieur Kerel. La première, c'est qu'on risque de prendre un peu de retard. Il est possible qu'on finisse plutôt vers midi que vers 11h30 parce que vous l'avez vu, il y a beaucoup de matière. Et la deuxième, c'est, je vous l'ai déjà dit dans le chat, mais qu'on vous enverra toutes les diapositives de Claire. Donc, vous aurez le temps de revenir un petit peu là-dessus si vous n'avez pas tout mémorisé tout de suite. Monsieur Kerel, je vous ai repéré dans les spectateurs. Vous allez nous parler un petit peu de comment ça se passe à la communauté de communes du Pont du Gard. On devrait vous entendre. J'ai ouvert votre micro, a priori. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Cécile, merci Claire pour cet exposé très très complet de la situation. Alors que dire? Nous, très rapidement, la communauté de communes du Pont du Gard, on est une communauté de communes périurbaine, milieu rural avec 17 communes, 26 000 habitants pour situer entre Nîmes et Avignon. On a à la fois un système économique assez industriel, puisqu'on avait une centrale EDF qui a fermé, donc c'est une fragilité, mais on a une usine Sanofi importante qui va nous permettre probablement d'amortir un petit peu ces pertes de recettes. Et ensuite, on est un territoire assez agricole et touristique, puisqu'évidemment, nous avons le Pont du Gard. Ce que je peux dire en témoignage sur ce sujet, cette thématique, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est qu'au niveau macroéconomique, les chiffres qui courent, c'est une perte d'environ 20 milliards pour les collectivités, dont 11 milliards de fiscalité. Tu l'as indiqué, Claire, très lié à un effet effectivement base lié à la réduction de l'activité, à la fermeture de certaines entreprises plutôt de petite taille ou à la réduction d'activité d'entreprises plus grandes. Et aujourd'hui, ce que l'on sait aussi, c'est qu'on a très peu de manœuvres, nous, les EPCI, en termes de taux. On le voit chaque année quand on fait notre stratégie fiscale. Nos taux sont encadrés. Notre CFE bouge sur des dixièmes de points. Notre CVAE, nous ne la maîtrisons pas. On voit bien qu'aujourd'hui, notre fiscalité n'est pas tellement dynamique de ce point de vue-là. Et en plus, on a l'installation de nos nouveaux conseils. Les premières années 2020, 2021, 2022 ne seront pas les premières et les plus favorables à une augmentation de la fiscalité. Par ailleurs, on pourrait penser qu'en termes de dépenses, et la collègue Delphine nous en parlera tout à l'heure, on pourrait faire encore plus d'efforts pour atténuer cette perte de recettes, sauf qu'on le voit bien, et en 2018, ça a été bien indiqué, plus d'1 milliard d'euros a été fait d'économies au niveau des collectivités locales, et les EPCI ont pris leur part de manière assez efficace. Nous, ça a été notre cas, puisque nous avons, un peu contraint, forcé par la fermeture de la centrale EDF, bien sûr, mais nous avons réduit d'environ 10 à 15% nos dépenses de fonctionnement par an depuis maintenant 4 ans. Et aujourd'hui, on est arrivé à un seuil
bas, il est difficile de creuser encore sur ces dépenses-là. Après, on est dans un environnement flou, bien sûr, et ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est quelle va être l'ampleur au final de cette perte fiscale. On a des chiffres macro, mais localement, tu l'as dit Claire, ce sera très divers sur le territoire national. Et selon un petit peu la structure économique et la structure fiscale des EPCI, l'impact va être différencié. Également, l'ampleur de l'effet d'assiette, ou de base ou d'assiette, mais savoir le nombre en réalité d'entreprises, au-delà des montants, le nombre d'entreprises qui vont être réellement impactées, celles qui vont fermer, celles qui s'en seront sorties mieux. Au final, celles qui vont récupérer d'ici la fin de l'année finalement un chiffre d'affaires à peu près cohérent. Mais tout ça, ce sont des inconnus qui sont importantes pour nous. Tu l'as dit également, l'État a une action d'amortisseur, mais est-ce qu'il va durer longtemps? L'impact pour l'État est très très fort. Et est-ce qu'au contraire, il ne va pas nous demander de contribuer également d'une manière ou d'une autre à cet endettement de plus de 100 milliards déjà qui est annoncé pour cette crise actuelle. Également, ce qu'on ne connaît pas trop aujourd'hui, c'est la perte de taxes spécifiques. Tu l'as abordé, hein, taxes de séjour, on aborde la GEMAPI ou les tarifs également, ou les redevances que l'on peut avoir pour les services aux usagers. Nous, la taxe de séjour, c'est un montant important. La communauté de communes du Pont-du-Gard, c'est plus de 300 000 euros. Aujourd'hui, ce qu'on sait, on s'attendait à vraiment une année presque blanche ou à moitié, vraiment une forte perte de taxe de séjour. On s'aperçoit qu'avec l'annonce du déconfinement et que les vacances pourraient avoir lieu, sous réserve évidemment de ce qui pourrait être annoncé plus tard si une deuxième vague arrivait, on s'aperçoit que les réservations quand même repartent très très rapidement et que finalement la saison d'été pourrait, au conditionnel, ne pas être si mauvaise que ça et que la perte de taxe de séjour ne serait pas aussi importante que ce qu'on attendait. Alors que faire par rapport à cette incertitude? Le premier point pour les EPCI et nous, la communauté de communes du Pont-du-Gard, c'est de participer effectivement au niveau de maintien de l'activité de notre territoire. Alors ça, on peut le faire de deux manières. On peut le faire, ça a été demandé par des associations également d'élus, que la question des marchés publics puisse être un petit peu assouplie pour que l'on puisse faire travailler plus facilement les entreprises de notre territoire, encore qu'aujourd'hui, ça a déjà été assez assoupli, on peut déjà faire du travail. Donc mettre en place une politique de relance pour nos projets. Alors ça va coïncider avec, et ça c'est un effet retard, tu en parlais, mais c'est un effet retard que nous maîtrisons nous, c'est-à-dire que nous arrivons à une période où nous allons élaborer de nouveaux projets de territoire. Et on ne vous entend plus ou alors il n'y a que moi? Claire? Oui. Tu entends encore M. Carrel ou... Non, pardon. Non, très bien, d'accord. Enfin, on a perdu. Mais... Non, je crois qu'on a perdu effectivement M. Carrel. Ça y est. Ça doit être bon, ouais. Ah non, c'est pas bon. Vous m'avez récupéré. Oui, mais ça se coupe. Je réactive votre micro. Oui, je réactive le micro. Ça y est. Allez-y. Merci. Je me dépêche, Claire. Je sais qu'on a très peu de temps, Cécile aussi. Donc voilà, ça c'est le premier point, vraiment participer avec une politique de relance et de l'accompagnement avec les fonds d'État ou les fonds régionaux qui sont mis en place pour les avances de trésorerie ou les subventions aux entreprises. Ça c'est important de les soutenir. Le deuxième axe de travail, ça serait, qui peut se résumer en deux mots, c'est optimiser et partager. Nous avons développé à la communauté de communes du Pont-du-Gard un observatoire fiscal avec une convention de partenariat avec la direction départementale des finances publiques depuis 2016. Et notre cadre en charge de ce travail et de cette convention travaille actuellement à la demande des élus à effectivement l'estimation de cette perte sur les années 2021, 2022 et 2023 avec la trésorerie départementale. Nous prévoyons de faire un retour à la nouvelle assemblée pour le mois de juillet quand celle-ci sera installée si le calendrier de l'élection du deuxième tour n'est pas mis en cause. Donc voilà, ça c'est un travail important et je crois que dans l'optimisation, ces observatoires fiscaux sont importants parce qu'ils sont importants pour le PCI et pour la commune également. Nous travaillons, c'est un service mutualisé, c'est un observatoire mutualisé
Nous travaillons également pour l'optimisation des bases de fiscalité. Et ça, c'est une des pistes pour nos recettes, c'est de travailler sur les recettes qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Alors évidemment, on enfonce des portes ouvertes, mais ce sont les piscines, ce sont les catégories d'hébergement en 6 et 7 qui devraient être classées en 3 et 4 ou 5. Donc ce travail-là, nous, a démarré depuis déjà 2 ans. Il commence à porter ses fruits. Je crois que c'est important. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, mais ce sont des ressources à la fois pour les communes, des ressources stables, c'est du foncier, et c'est des ressources par effet ricochet pour l'intercommunalité également. On a ce travail d'optimisation qui est important pour élargir nos bases. Et partager ensuite, c'est nous, le schéma de mutualisation, c'est de dire en fait, et tu l'as dit Claire, les EPCI, elles ont une fiscalité aujourd'hui sur laquelle elles peuvent que jouer. Avec la réforme, ça devient une fiscalité de flux. On va parler de la TVA qui devait être notre ressource, mais avec la réforme de l'ATH, les communes vont récupérer l'ensemble du foncier. C'est elles qui auront les bases les plus solides. Il convient donc, je crois, sur nos services et nos dépenses, et ça la collègue Delphine pourra également en parler, de vraiment partager les coûts avec les communes. Nous, c'est ce que nous faisons au niveau de notre pacte fiscal et au niveau de la mise en place de notre schéma de mutualisation. Il sera important, donc ça veut dire effectivement partager les coûts, ça veut dire facturer quand la communauté de communes porte un service pour l'ensemble du territoire, c'est également le facturer aux communes, d'avoir cette politique de récupération de recettes. Il sera important aussi parce que souvent on ne le fait pas, les EPCI, et il y a vraiment des possibilités importantes dans l'optimisation de nos subventions. On n'est pas toujours au courant de toutes les subventions, de comment les mobiliser. Certains services, des fois, passent au travers. C'est important peut-être d'organiser la collectivité avec un service spécifique parce que ça peut faire des grandes différences. Voilà, en fin de compte, simplement pour dire sur ce que tu disais, effectivement, Claire, sur la CFE et sur l'effet de basculement de chiffre d'affaires d'un certain nombre de petites entreprises. Effectivement, ça fait partie des choses on sera curieux de voir un petit peu l'effet que ça aura, parce que sur notre répartition CFE, dans le cadre de notre observatoire, on voit ça, mais vous l'avez aussi. Sur notre territoire, 88% de nos recettes sont pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 euros. Ouais. Et on voit bien que certaines de ces entreprises, on a fait un travail de phoning et un petit peu de phoning auprès des entreprises avec des services économie. Celles qu'on a eues ont plutôt bien travaillé, ont eu des pertes de l'ordre de 10 à 15%, mais n'avaient pas de grandes difficultés. Après, on ne les a pas toutes eues, bien sûr, et certaines d'entre elles pourront être évidemment plus impactées. Voilà, tout simplement, également, juste en terminer, quelque chose qu'on n'a pas aussi, qu'il faut avoir en tête, qu'on n'a pas toujours en tête, c'est une perte de recettes qui n'existe pas encore. C'est-à-dire que les entreprises, elles vont également peut-être modifier, puisqu'elles réfléchissent en macro, bien évidemment. Les grandes entreprises, elles vont peut-être modifier également leur stratégie d'installation sur les territoires et les retarder. Et donc, cette recette qu'on attendait, qu'on n'a pas encore, peut-être on l'aura plus tard ou pas du tout. Voilà, donc il faut être vigilant de ce point de vue-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Querel. Parfait, donc c'était très complet également en miroir de l'intervention de Claire, je pense. N'hésitez pas, je ne vois pas de main levée actuellement, donc si vous avez alors soit un retour d'expérience à l'image de celui de Monsieur Querel, soit une question, n'hésitez pas. On en a aussi quelques-unes qui se sont inscrites à l'écrit. Je ne sais pas si Claire, tu as eu le temps de jeter un œil. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui tournent. Alors, je suis passée très, très vite dessus, mais il y a beaucoup de questions qui tournent autour de cette exo concernant le secteur hôtelier et du tourisme. Donc, qui a été annoncé à l'occasion des assises du tourisme par le Premier ministre. Alors, on a quelques éléments donc, que je vais donner à l'instant, mais les modalités exactes ne sont pas connues. Je ne sais même pas s'il y aura une circulaire concernant cette possibilité d'exonération de la CFE et cet allègement de la taxe de séjour. Et il est possible que ça passe simplement par un courrier. Donc là, il faut peut-être vous-même aller aussi aux informations auprès de votre DDFiP rapidement. Alors, ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est que c'est une exonération qui va toucher les professionnels du tourisme qui seront identifiés
quantifiées par la DGFiP au moyen des codes NAF. Donc, c'est vraiment à grosse maille, parce que c'était sans doute difficile de faire autrement. Il sera possible pour les collectivités qui en font la demande de savoir potentiellement quelles sont les entreprises de leur territoire correspondantes à ces codes NAF et quelle est leur situation en matière de cotisation minimum à la CFE et de CFE plus largement. La délibération à prendre pour mettre en place cette exonération. Donc, je rappelle, l'exonération, c'est 2/3 de la cotisation et les collectivités sont remboursées de la moitié de ces 2/3. Hein. Donc, il y a quand même une perte sèche, en quelque sorte, de fiscalité. Elles sont à prendre avant le 3 juillet. Donc, la date est extrêmement courte, rapide, hein, donc il faut faire très vite. Et il y a également des possibilités d'allègement de la taxe de séjour dont les modalités, pour l'instant, ne sont pas définies et seront connues très rapidement. On fera de toute façon dans notre newsletter un article précisant ces différents éléments très prochainement dès qu'on en saura plus. Donc, c'est beaucoup les questions que vous avez posées sont là-dessus. Je vois d'autres questions qui concernent la disparition d'entreprises. Évidemment, si l'entreprise disparaît, difficile de lui faire payer de la fiscalité. C'est un peu les non-recettes qu'évoquait Guilhem à l'instant, c'est-à-dire à la fois les entreprises qui ne se développent pas ou les entreprises qui disparaissent. Pour autant, en 2021, l'entreprise, elle avait encore une réalité physique et financière. Il y aura des sujets de contentieux entre l'administration fiscale et les entreprises sur des problématiques de faillite, c'est sûr. Il va falloir démêler ces questions-là très, très rapidement. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez lever la main également pour qu'on vous entende un petit peu et qu'on n'entende pas que nous. N'hésitez surtout pas. Je vois qu'on a d'autres questions. Alors, je lis pendant que tu les regardes une question de Pierre-Henri Chape que je salue concernant la réforme de la TH. Ce qui est prévu concernant la réforme de la TH, c'est que la fraction de TVA dont vont bénéficier les intercommunalités sera au moins égale à la TH 2020. Je signalais le problème de l'actualisation des bases sur 2020 qui sera sans doute pas faite. Donc là, il va falloir de votre côté, d'une certaine façon, bien veiller à noter ces éléments d'actualisation d'assiette pour les réintégrer, et les associations d'élus y veilleront dans la compensation a posteriori. Après, la fraction, elle ne pourra pas descendre en deçà, ou alors il faudrait que la TVA, la ressource de TVA au niveau national, atteigne des niveaux catastrophiques, qu'on n'espère pas. Hein. Donc, elle sera au moins égale en 2022, en 2023, etc., à ce niveau de TH 2020 sur les résidences principales. Mais bien évidemment, cette ressource, il faut qu'elle ait un certain potentiel de croissance, et ce potentiel de croissance, ce sera la croissance de la TVA. Donc, si l'économie repart vite, il sera important. Si elle repart lentement, il sera très faible. Très bien. Alors, j'ai une question de Nadège Laris qui, je sais, était venue déjà la dernière fois, donc peut-être qu'on peut reclarifier sur les dépenses exceptionnelles Covid qui pourront-elles être impactées sur la section d'investissement? Y a-t-il une décision officielle? Les budgets annexes, l'étalement des charges, où sont placées les dépenses Covid, les dépenses exceptionnelles? Alors, est-ce que du coup, on part tout de suite puisqu'on est un peu en retard sur la partie dépenses, Cécile? Oui, peut-être. Comme ça va être l'occasion d'aborder cette question. Puis, s'il y a d'autres questions, on les reprendra. On aura le temps de repartir là-dessus. Donc, on a vu les recettes, hein, j'y reviens pas. Maintenant, on se pose la question des impacts de la crise sanitaire sur les dépenses. L'exercice de chiffrage est encore plus compliqué parce que il y a des vecteurs communs sur la recette, il y a des vecteurs communs aussi sur les dépenses, mais une très très grande diversité de situations au niveau national selon la situation propre de chacune des collectivités. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que il y a différents types de dépenses qui vont être liées à la crise sanitaire.
Donc là, on est sur les effets de la crise sanitaire sur les dépenses. Il y a des dépenses directes qui vont avoir un impact sur les budgets 2020, donc tout de suite, là, qui sont bien évidemment les aides, soutien aux acteurs économiques, aux acteurs associatifs, les achats, fournitures de masques, de gel, etc., les heures supplémentaires payées, voire même des dépenses faites dans le cadre de recapitalisation des SEM ou des SPL. Tout ça, c'est des dépenses directes que vous pouvez d'ores et déjà identifier. Et ces dépenses, elles vont pouvoir, pour certaines, ou elles vont être appelées plutôt, se poursuivre en 2021. Bien évidemment, le soutien que les collectivités apportent à leur tissu économique ou associatif, il va falloir peut-être le porter dans la durée, ou en tout cas être progressif dans son atténuation. Donc là, on est sur des effets directs. Il y a un effet direct aussi dans un mode déconfinement, des dépenses qui vont être imposées et en lien avec la reprise d'un certain nombre d'activités, le périscolaire, le scolaire, les transports, toutes ces mesures de distanciation qui imposent des dépenses supplémentaires, soit matérielles, soit en personnel, bien évidemment, vont être à prendre en charge. Donc là, il va y avoir des dépenses supplémentaires. Et puis ensuite, et c'est là où c'est peut-être plus compliqué de les repérer, il y a des dépenses indirectes. Les dépenses indirectes, c'est le contre-coup de la reprise des activités et des chantiers qui étaient engagés avant la crise. D'ores et déjà, et on a pas mal de collectivités qui viennent vers nous sur cette question-là, un certain nombre de prestataires, de fournisseurs demandent à relire les modalités de leur contrat, à revoir les modalités contractuelles, souhaitent mettre des causes de surcoût, l'arrêt des chantiers, la prise en compte des mesures de distanciation fait que certains prestataires considèrent que ça va leur coûter cher, donc elles viennent avec cette question des surcoûts. Je ne rentre pas dans le détail, on pourra y consacrer peut-être une autre séance en lien peut-être avec ce qu'on fait sur les activités économiques, mais là il y a une vraie question sur la façon dont on va pouvoir prendre en compte ou pas, dont on va pouvoir objectiver en tout cas cette question des surcoûts. Il y a le coût des services qui sont non rendus, car le fait de ne pas rendre un service peut continuer à coûter cher, parce que le matériel est toujours là, le personnel est toujours là, donc il faudra bien évidemment financer d'une certaine façon ce service non rendu. Donc l'arrêt d'activité n'est pas synonyme forcément d'économie. En revanche, c'est vrai qu'il y a des non-dépenses qui est liées à l'arrêt des activités, les fluides qui ne vont pas être consommés, les heures supplémentaires qui ne vont pas être payées ou réalisées, les manifestations qui ne se font pas, qui sont annulées, tout ça va effectivement, peut entraîner des non-dépenses. Les chiffrages vont bien évidemment être très différents d'une collectivité à l'autre. Très prochainement, la mission Cazeneuve va rendre des premiers éléments. Et à nouveau, merci pour ceux qui ont contribué. Ce qu'il va falloir faire, c'est un suivi très fin de cette dépense, non seulement en volumétrie, mais essayer d'analyser systématiquement quel est le fait générateur de la dépense, quelle est l'origine de la dépense. Est-ce que c'est une dépense qui est liée à une dépense imposée? Est-ce qu'elle est directe? Est-ce qu'elle est indirecte? Quelle est la nature de cette dépense? Tous ces éléments seront extrêmement importants. Les relations avec les délégataires et les marchés publics, j'en parlais à l'instant, beaucoup de services publics sont rendus via des DSP, restauration en particulier, l'eau, l'assainissement, transport, parking, etc. Les ordonnances de mars ont apporté un cadre très protecteur pour tout ce qui concerne la commande publique et les titulaires de contrats publics. Leurs contrats ne sont pas remis en cause. Il n'y a pas de pénalité en cas de non-respect d'obligations liées aux effets de la crise sanitaire. En revanche, la crise sanitaire va totalement bouleverser l'économie de ces contrats. Des pertes de recettes, des dépenses peuvent être annulées, mais aussi certains prestataires
ont eux aussi fait des économies. Hein. Quand on n'a plus de fournitures, quand on n'achète plus de fournitures pour la DSP cantine, pour les cantines scolaires, ben, ça fait une dépense en moins. Par ailleurs, certains prestataires ont pu bénéficier du chômage partiel. Donc là, il va falloir être dans une logique de comptabilisation un peu fine dans les négociations qui vont s'engager avec les délégataires pour être en mesure de bien mesurer les effets de ces arrêts d'activité, bien mesurer ces surcoûts et être dans la nécessité peut-être d'être très équitable, hein, de restaurer de façon équitable l'économie globale de ces contrats, l'économie financière des contrats qui ont pu être bouleversés par la crise. Tous les délégataires ne sont pas par ailleurs dans la même situation. On a des gros délégataires, entre guillemets, qui vont pouvoir amortir hein, le choc. On a aussi des délégataires beaucoup plus petits. Donc là, il y a toute une négociation engagée entre la collectivité, et sans doute qu'il faut la conduire dès maintenant, et les délégataires, pour à la fois essayer de bien mesurer les plus et les moins, établir un solde hein, sur le coût d'arrêt des activités et le coût de la reprise des activités en lien avec les contrats et la délégation, et arriver à un état des lieux partagé, ça c'est extrêmement important, de façon à mesurer équitablement, comme je le disais, hein, cette être dans une logique de bonne foi en quelque sorte. Hein. Et là, beaucoup d'ingénierie, à la fois sur le plan juridique et financier, sera nécessaire. Parmi les pistes de réflexion sur lesquelles les uns et les autres peuvent être, hein, plutôt que de renchérir le coût des prestations, peut-être se positionner, en tout cas sur les DSP, sur un allongement de la durée des contrats pour absorber les surcoûts. Ça peut être une piste de réflexion que je vous invite à regarder. Alors, ce fameux dispositif d'étalement des charges, beaucoup de collectivités ont souhaité accompagner ou soutenir le tissu associatif, économique de leur territoire. Certaines l'ont fait au travers du Fonds de solidarité nationale qui, lui, permet d'inscrire ses dépenses en section d'investissement. D'autres ont souhaité le faire de façon différente et beaucoup de collectivités se posent la question de l'affectation de ces dépenses sur la section d'investissement. Il y a eu un débat très très en amont de la crise sanitaire et de l'arrêt des activités sur la nécessité un peu paradoxale, hein, à la fois de préserver les équilibres financiers, la règle d'or où on est dans une orthodoxie de ce qui se passe sur le fonctionnement et sur l'investissement, et en même temps la volonté d'accompagner, d'aider et de pouvoir, sans pour autant préempter trop les marges de manœuvre de sa section de fonctionnement et trop engager l'avenir en fait. Hein. Si on met tous ces moyens en 2020 pour soutenir ces économies, les collectivités ne seront pas en mesure de repartir sur 2021 et 2022 pour s'engager dans la relance. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges avec les différents cabinets, à la fois côté cohésion, mais en même temps côté Bercy, économie et comptes publics. Finalement, ce qui ressort, c'est que le dispositif, le gouvernement souhaite s'appuyer sur les dispositifs existants. Il ne souhaite pas créer de précédent où on pourrait basculer des charges du fonctionnement à l'investissement, et il souhaite s'appuyer sur deux dispositifs, le dispositif de la reprise des excédents que vous connaissez et le dispositif d'étalement des charges qui permet aujourd'hui, déjà hein, qui existe, de répartir sur plusieurs années des charges de fonctionnement, les basculant en investissement, mais en répartissant. Donc, on les bascule du fonctionnement vers l'investissement, on les finance par de l'emprunt, et puis ensuite, on les amortit sur plusieurs années, ce qui permet d'étaler leurs charges sur la section de fonctionnement, comme l'indique le petit graphique qui est là, ou l'explication qui est ici. Ce dispositif, pour l'instant, il est très restreint. Il est très restreint et très limité, à la fois dans le champ des dépenses qui sont concernées, principalement les frais d'études et certaines dépenses très exceptionnelles, et en même temps sur les autorisations qui y donnent accès.
Donc l'idée, ce serait d'élargir le champ et d'assouplir sa mise en place. Là encore, je ne suis pas en mesure de vous dire, prochainement, il y a une circulaire qui va pouvoir détailler les dépenses qui seront concernées par ce dispositif d'étalement de charges. Donc moi, je vous invite à rentrer en contact avec le comptable public qui est supposé avoir un regard bienveillant sur tout ce qui concerne les aides aux entreprises et au tissu associatif pour les faire rentrer dans ce dispositif d'étalement des charges. Il est possible, en tout cas on milite pour ce qui est un peu décrit sur le sujet. Ceci étant dit, une circulaire qui détaillerait de façon trop précise la liste des dépenses à prendre en compte pourrait elle aussi être contre-productive. Alors, il y a une question qu'on n'a pas abordée, que je vais aborder de façon extrêmement rapide, on pourrait y revenir à l'occasion d'un prochain échange, c'est la question des solidarités locales. Bien évidemment, vous avez vu que vous imaginez que ces baisses de recettes qui concernent les communes et leur intercommunalité, les dépenses qui concernent les communes et les intercommunalités vont amener les territoires dans leur ensemble à repenser les relations financières qu'elles ont pu établir de solidarité, que ce soit au travers de la DSC, mais que ce soit au travers du FPIC, voire au travers des schémas de mutualisation, des attributions de compensation, etc. On a quand même l'impression que l'ensemble de ces flux croisés de solidarité ou compensatoires vont être à remettre à plat une fois qu'on sera sorti, et on l'espère assez rapidement, de cette crise et qu'on y verra plus clair sur les points de force et les points de faiblesse en termes de ressources, en termes de charges. Concernant le FPIC, puisque plusieurs questions sont venues là-dessus, le FPIC devrait être notifié très rapidement aux collectivités. Je vais très vite. Vous savez qu'il y a un droit commun, donc on partage le FPIC sur les éléments N-1, donc pour le FPIC 2020, les règles de partage ne devraient pas être modifiées en fonction du coefficient d'intégration fiscale. Sur le territoire, donc ça c'est les règles de droit commun, puis il y a des possibilités de déroger au droit commun, il y en a deux, ces possibilités elles sont ouvertes dans un délai de 2 mois à compter de la notification du préfet du FPIC. Si vous avez l'intention de modifier que ce soit le versement ou la contribution que vous recevez du FPIC, je vous invite à très très rapidement rentrer en contact avec votre préfet pour lui demander de ne pas vous notifier tout de suite le FPIC si vous n'êtes pas en mesure tout de suite d'établir cette répartition et de s'entendre avec lui pour retarder cette notification. Ça, c'est vraiment à négocier très très rapidement. Donc ça fait partie des choses qui se disent entre associations d'élus et contacts dans les cabinets. Ça ne fait pas partie des choses écrites, mais c'est peut-être à ça aussi que servent les web-conférences de la DCF. En tout cas, là, il y a un travail devant nous et on y reviendra sûrement dans un autre webinaire, la question des relations financières croisées communes-communautés, l'évolution des dispositifs de péréquation tant au niveau national qu'au niveau local dans le cadre des pactes fiscaux et financiers. En conclusion, quelques mots avant de laisser la parole à Delphine Martin-Chaume si elle m'entend. Bien évidemment, la question, ça va être déjà d'équilibrer le budget 2020, on aurait pu le rappeler ici, mais surtout de préserver des marges de manœuvre pour 2021 et pour les années suivantes. Je crois qu'on compte beaucoup sur les collectivités en matière de relance, de reprise. Elles jouent un rôle essentiel en matière de commande publique. 70% de la commande publique est portée par les collectivités locales. Très rapidement viendra la question d'éventuelles compensations sur les recettes, sur les dépenses. Et là, il va falloir travailler sur le fait générateur
liées à la perturbation, qu'elle soit sur les dépenses et sur le recette. Ça ne peut pas être la même chose si c'est une décision qui relève de l'État et qui concerne tous les territoires de façon unilatérale. Si c'est une décision qui relève d'un choix local, une dépense supplémentaire dans tel secteur ou une exonération dans tel autre, ou s'il y a une perte de dynamique de recettes, comme je le disais tout à l'heure, sur lequel il faut d'ores et déjà réfléchir à une possibilité de dotation, de lissage. Voilà, la réflexion doit porter dans ce sens-là. Ce qui est certain, c'est que côté collectivité, il est essentiel dès à présent de pouvoir bien identifier, notamment en matière de dépenses, les charges qui sont liées de façon directe ou indirecte au Covid-19 et à la crise sanitaire. Le dispositif que j'évoquais tout à l'heure d'étalement des charges doit aussi servir de compte dédié pour identifier ces charges. Ceci étant dit, vous pouvez très très bien aller au-delà et créer une annexe spécifique, faire un suivi spécifique dans votre budget. Un certain nombre de collectivités ont d'ores et déjà commencé à labelliser, à badger en quelque sorte les dépenses qui sont liées à la crise sanitaire. Elles se travail très utile parce qu'il y a un moment donné où il va falloir entrer dans un diagnostic partagé et dans une évaluation des situations où il y a une surexposition au regard de cette crise et prendre en compte pour certaines collectivités la situation de surexposition à la crise. Voilà, je laisse la parole à Delphine Martin si elle m'entend. Alors, je l'ai trouvé. Madame Martin, je vais vous activer votre micro. Donc, Delphine Martin, vous êtes DG Finance de la communauté du bassin de Pompey. Et si vous voulez bien nous dire quelques mots sur la façon dont vous illustrez sur votre territoire la présentation de Claire, entre guillemets, sur les dépenses. Oui, merci, bonjour. J'espère que vous m'entendez. Tout à fait, c'est bon. Parfait. Je me présente rapidement. Donc, Delphine Martin-Somme, je suis DGA ressources et prospectives de la commune du bassin de Pompey. C'est un territoire de 41 000 habitants situé dans le Grand Est, très, très, très proche de la ville de Nancy. Un territoire à fortes caractéristiques industrielles. Voilà pour la présentation du territoire, très rapide. Je suis chargée effectivement de faire un petit témoignage sur plutôt cette partie d'évaluation des dépenses liées à la crise. Comme le disait Claire, on a effectivement plusieurs échelles temporelles. Vous l'avez certainement tous constaté dans vos territoires. Il y a dû d'abord falloir imaginer une certaine agilité budgétaire selon qu'on avait voté ou non nos budgets et qu'on avait des dépenses imprévues pour faire face à toutes les dépenses, notamment de protection individuelle. Ça a été le premier sujet, croisé avec celui du soutien aux activités économiques et à la participation du fonds de résistance. On arrive maintenant à une période avec un peu plus de recul, je dirais, puisque entre le confinement et les premiers éléments de reprise d'activité, on a commencé à faire un premier bilan de toutes ces dépenses. Alors nous, on n'a pas fait le choix compte tenu de la taille de notre collectivité, de faire un budget spécifique, un budget annexe, mais on a effectivement, comme tu le disais, Claire, identifié toutes ces dépenses par une antenne analytique spécifique au Covid, ce qui nous aide bien pour retrouver au moins toute cette partie charge directe. C'est vrai que compte tenu de la tension sur l'achat des protections individuelles, c'est parti un peu très très vite et dans tous les sens.
Je ne sais pas comment ça s'est passé dans vos territoires, mais c'est vrai que le code de la commande publique n'a souvent pas été très, très respecté et ben voilà, on s'est organisé. Alors, sur les impacts attendus, je rejoins complètement ce qu'a dit Claire également. Au-delà de ces dépenses directes, il y a toute la question à la fois de la bonne évaluation des non-dépenses. Il y en a quelques-unes, des économies réalisées. Mais on a interrogé, nous, assez rapidement nos services internes pour qu'ils nous chiffrent sur mars, avril, et on a proposé une espèce de maquette de recensement des dépenses. Alors, pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on s'est aperçu, quand on a recentralisé les éléments des services à l'interne, c'est que chacun, tu disais, Claire, qu'il y avait effectivement différentes méthodologies en fait, d'évaluation des coûts. Mais même nous, à l'interne, on avait des différences d'évaluation selon les services. On avait même parfois, c'est toute l'ironie de la situation, des services qui pouvaient paraître excédentaires. J'illustre mon propos, par exemple, sur les crèches, où la CAF a assez rapidement fait paraître des dispositions de prise en charge et de compensation de la baisse des recettes familiales par un dispositif d'aide de 27 € par jour et par place, ce qui peut représenter, nous on a quand même 5 crèches sur le territoire, des recettes exceptionnelles assez importantes. Donc quand on prend en considération effectivement les économies liées aux achats d'alimentaires, de couches, de fluides et c'est des recettes exceptionnelles, voilà, on a assez vite réagi parce qu'il y a toute la problématique du maintien des rémunérations et en particulier du personnel en ASA. À la différence du secteur privé qui a pu bénéficier de mesures de chômage partiel, les collectivités que nous sommes doivent assumer cette charge à 100% de maintien des rémunérations. Donc évidemment en termes de méthodologie, selon qu'on valorise, alors certes une dépense qui était prévue dans nos budgets et qui a eu lieu, mais selon qu'on la valorise ou pas, les chiffres sont très différents. Après, sur la question de la méthodologie toujours, voilà, je pense que c'est intéressant de dissocier peut-être soit par niveau d'opération, soit par compétence, soit par service, les problématiques rencontrées. Pour illustrer sur le développement économique, il y a toute la question, effectivement, tu le disais, de la participation au fonds de résistance. Sur le territoire, on a acté qu'on participait en complément de la région à hauteur de 2 € par habitant sur le territoire. Cette dépense prend la forme d'une avance remboursable dans les 3 ans par les entreprises. L'impact, il n'est pas évident à mesurer en fonction à la fois de la sollicitation de ce fonds, qui je crois pour l'instant est pas très important, et à la fois du degré de remboursement, de la capacité à rembourser des entreprises sur 3 ans. Donc, on a pris le parti en discutant un peu avec la région sur la convention de mettre en provision pour risque à peu près 50% de cette avance, mais on ne sait pas du tout si c'est réaliste ou pas. Donc, on est sur une incertitude à ce niveau-là. Il y a également la question alors, on a fait le choix assez vite. On a pris le parti de délibérer sur la partie soutien à l'activité économique du territoire, puisqu'on a un territoire qui s'est réindustrialisé, de report de loyer
d'avril et de mai, mais aussi d'exonération d'un mois de loyer. Donc, il faudra effectivement qu'on en mesure l'impact plutôt sur la trésorerie que sur une dépense réelle, à part le mois effectivement d'exonération complet. Tu évoquais aussi, moi je réagis un peu sur les économies potentielles réalisées sur les événements qui n'ont pas eu lieu, qui ont été annulés. Bon, c'est un vrai sujet à la fois politique et de décision locale à prendre. On est quand même beaucoup sollicité par le secteur associatif et le secteur culturel pour maintenir quand même une clause de service fait alors que les événements ont été déprogrammés. Moi, je ne sais pas comment ça se passe dans vos territoires. C'est certainement des décisions très locales, mais en tout cas, c'est vrai que c'est à apprécier au niveau de chaque territoire. L'importance aussi tu le disais, des liens avec nos délégataires pour faire toute la lumière et la transparence sur ce qui s'est passé pendant cette crise. Alors, je pense que ça viendra plutôt dans un second temps, même si on commence déjà à avoir des réunions avec les délégataires de transport. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Peut-être qu'un accompagnement juridique de ce point de vue-là sera précieux de votre part et peut-être effectivement un sujet. Sur la partie reprise des chantiers, c'est vrai que les entreprises ont très vite fait part, envoyé des recommandés au moment du confinement pour expliquer leur incapacité à poursuivre les chantiers, même si il y a eu un flou également, puisque pour les chantiers extérieurs, le Premier ministre avait expliqué dans un premier temps qu'ils pouvaient perdurer avec des mesures barrières. Nous, on n'a pas fait d'ordre de service pour interrompre ces chantiers-là. Et aujourd'hui, je pense qu'on va devoir faire des analyses un peu musclées des mémoires techniques et financiers que nous enverrons les entreprises à la reprise des chantiers. Je voulais peut-être rapidement évoquer avec vous la question, tu évoquais la question du FPIC. Effectivement, on n'a pas encore reçu les notifications. C'est toute la question, en fait, tu le disais dans la dernière diapositive, des pactes financiers fiscaux et des solidarités entre la commune et l'intercommunalité qui va se jouer. Alors, la période est un peu complexe puisqu'on réinstalle seulement nos assemblées et que démarrer par ça, c'est pas le sujet toujours le moins crispant, on va dire. Mais c'est vrai que le FPIC, par exemple, on dérogeait à la règle de droit commun par des délibérations à l'unanimité où l'Interco avait un rôle un peu d'amortisseur à la fois par le niveau de CIF qui augmentait du fait des transferts de compétences, mais à la fois aussi par la prise en charge d'un volet un peu solidaire en fonction de la situation des communes et en particulier pour accompagner les communes avec des situations financières plus tendues. Là, la question en fait de qui porte le poids de cette crise, la répartition effectivement entre communes et interco va certainement se reposer. J'illustrerai simplement dans nos schémas de mutualisation la question très concrète et très pragmatique de nos conventions de mise à disposition avec les communes. On a une compétence sur la restauration scolaire où sur le temps méridien, on assure la distribution de repas dans les communes avec d'importantes mises à disposition de personnel communal
qui sont régies par des conventions estimées sur la base de coûts horaires, de coûts forfaitaires horaires. Bon, ben voilà, la question se pose, hein, qui supporte le poids du service non réalisé pendant la crise? Est-ce qu'on se considère que le service n'a pas eu lieu et que c'est la commune qui va supporter cette charge? Ou est-ce que l'interco, bien que le service n'ait pas eu lieu, rembourse des coûts horaires qui n'auraient pas été effectués? Je pense qu'on a des questions aussi très concrètes qui vont se poser à nous dans le cadre de cette solidarité entre communes et interco. Et on aura j'espère, le temps de poser à plat toutes ces questions de solidarité qui ont beaucoup joué quand même, hein. On a fait très vite avec les DG des groupes WhatsApp pour se donner nos bons tuyaux sur l'achat des masques, venir en complément des dispositifs qui étaient proposés à la fois par le département, par la préfecture. Voilà, il y a une grande solidarité opérationnelle qui s'est mise en œuvre. Bon, il faut compter sur qu'elle perdure dans le temps et dans l'évaluation effectivement et la répartition des charges. On va espérer. Merci beaucoup, Madame Martin-Chaume, pour ce témoignage assez complet. Claire, est-ce que tu veux réagir? Je vous encourage tous à lever la main. Là. On va partir sur des questions pour un bon quart d'heure. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions que vous voulez poser à l'oral. À ce stade, Claire, tu as sans doute jeté un œil sur les questions écrites. Oui, j'ai regardé. J'imagine. Il y a une question très très longue de Madame Estelle Young qu'il faut que je prenne le temps de lire et de regarder. On lui fera peut-être une réponse spécifique. Merci, j'en profite pour le dire à Simon qui répond aussi à certaines questions en direct. Il y a beaucoup de questions sur les modalités de fonctionnement de cet exo spécifique concernant les établissements touristiques, exo de CFE. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Mais je vous invite vraiment à vous rapprocher de la DDFIP pour avoir à la fois des éléments sur les entreprises de votre territoire qui pourraient être potentiellement concernées et des éléments concrets sur les délibérations. Je pense que la date du 3 juillet qui nous a été annoncée ne devrait pas être modifiée. Il y a une question qui a été posée, j'y reviens sur les défaillances d'entreprise. Il va falloir là, et Guilhem le disait, faire beaucoup travailler ensemble, vos observatoires fiscaux bien évidemment, mais aussi vos observatoires économiques pour pouvoir anticiper d'éventuels effets sur l'évolution des ressources. Sur les dépenses, de la même façon, il y aura des négociations à conduire avec l'État parce que le dispositif de compte dédié qui est associé au dispositif d'étalement des charges tel que je l'expliquais tout à l'heure ne sera sans doute pas en mesure d'absorber tout ce que les collectivités souhaiteraient pouvoir y mettre. Donc, il va falloir être dans une négociation avec les services financiers et le comptable public assez rapidement. On imagine bien que certains seront plus souples que d'autres. Donc, n'hésitez pas non plus à remonter vers nous les informations que vous pourriez avoir dans ce sens. La DCF a beaucoup insisté pour que les collectivités puissent être dans ce mouvement d'accompagnement du tissu économique et social qui est le leur. Donc cette situation qui a été, ce mécanisme ne répond pas, on en est bien conscient, à toutes les facilités de passer du fonctionnement à l'investissement et garde une certaine rigidité. Est-ce que tu as des mains qui se lèvent, Cécile? Alors, a priori, pas encore. N'hésitez pas à lever la main. Ah, voilà. Monsieur Berthezen, Olivier Berthezen, je vais vous permettre de parler. Hop. On devrait, dans une seconde, si ça marche. Toujours un petit moment de battement.
Alors, on devrait vous entendre, Monsieur Berthesen. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Sur cette question d'étalement des charges, moi je me pose la question de l'opportunité de se préserver des marges de manœuvre pour l'avenir quand même, parce que, en tout cas pour l'interco du Sicoval, là au sud-est de Toulouse, notre exécution et notre prévision de clôture, si tant est qu'on puisse la calculer finement, risque de ne pas être si catastrophique que ça pour 2020 en tout cas. Et le fait d'étaler les charges sur plusieurs exercices, alors bon, ça permet de le financer par l'emprunt, par l'investissement, mais ça peut aussi alourdir les impacts dont on sait qu'ils vont être plus importants sur les exercices ultérieurs avec les pertes de ressources fiscales. Donc voilà, moi j'avais une interrogation à mettre au débat. J'ai du mal à évaluer jusqu'où on pourrait exploiter à fond ce dispositif ou pas, selon qu'on a besoin de se garder les marges de manœuvre pour le futur. Ensuite, qu'en penses-tu, Claire? Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de réponse absolue, ça dépend vraiment de la situation des territoires. Si vous êtes dans un territoire, une collectivité avec un budget qui a une épargne très juste, vous avez intérêt à utiliser ce dispositif qui protège votre épargne. À l'opposé, si vous êtes plutôt à l'aise, mais que vous posez l'intérêt de porter une charge sur plusieurs années, si vous pouvez la prendre en charge immédiatement, ce qu'il faut surtout regarder, c'est la situation de votre endettement, parce que finalement, c'est ça qui va, et du poids de l'évolution de cette épargne et des charges d'intérêt. C'est-à-dire que l'idée, puisque c'est d'emprunter pour pouvoir financer une dépense d'exploitation, est-ce que vous êtes déjà dans une situation avec un taux d'endettement suffisamment important qui pourrait préempter une capacité de marge de manœuvre plus tard? Donc c'est peut-être l'ensemble de ces éléments qu'il faut regarder. On regardera de notre côté à la DCF quels sont à la fois, j'allais dire, les avantages et les inconvénients en fonction des différentes situations locales. La difficulté, elle résulte dans le fait, et vous l'avez souligné, Monsieur Berthesen, c'est que vous êtes obligé de prendre une décision tout de suite qui va s'étaler dans le temps, alors que la visibilité de ce qui va se passer dans le temps est particulièrement réduite. Donc c'est ça qu'il faut réussir à sentir. Alors après, je lis une question sur l'exonération des loyers. Peut-être que si tu as une main qui se lève, Cécile, pardon. Pour l'instant, non, je n'en ai pas de nouvelles. Alors, Nathalie Longeret pose une question sur l'exonération de loyer. Doit-elle se matérialiser par le versement d'une subvention exceptionnelle à hauteur de la gratuité? Honnêtement, je ne pense pas. Il y a une délibération à prendre sur cette exonération, mais je ne pense pas qu'il y ait à faire un mouvement inverse de recettes non perçues. Mais on regardera effectivement de près avec notre équipe de juristes et surtout avec Simon cette question. Voilà, je crois d'ailleurs qu'il y a une réponse de Monsieur Masson qui dit « Je pense qu'il faut constater le loyer ». Non, ça s'échappe. Elle est pas. Je la vois plus, mais sans doute que tout le monde peut la lire. Voilà. Oui, c'est ça. Elle est en résolu. C'est moi qui suis allée un peu vite. Voilà. Qui disait « Bonjour, je pense qu'il faut constater le loyer par un titre et la remise gracieuse par un mandat, remise gracieuse décidée par délibération. » Très bien. Voilà. Alors, je vois Monsieur Querel qui lève la main à nouveau. Je vais vous permettre de parler si vous avez une question. Oui. C'est bon, on vous entend. Merci. Juste, écoute, pour illustrer un petit peu ce que tu disais, Delphine, effectivement, et Claire, nous, pour le partage dont je vous parlais au niveau mutualisation, on a tracé ça au travers de notre budget annexe mutualisation qui nous permet également, donc c'est pour les masques typiquement, on a 157 000 € d'achat de masques sur le territoire. Et nous en facturerons environ 90 000 aux communes par l'intermédiaire de ce budget annexe et d'une convention avec elles. Non, simplement, il y a peut-être un autre point, alors c'est un serpent de mer bien sûr, mais de mobilisation de recettes ou de moindres dépenses. Jacqueline Gouraud avait parlé il y a quelques petits mois d'enfin peut-être un travail de réflexion sur la réforme du FNGIR. Je crois que dans cette optique d'une gestion un petit peu globalisée et nationale de ces pertes de recettes, une refonte du FNGIR pourrait permettre à certains EPCI de respirer un petit peu mieux.
Mais je crois que ce n'est pas trop d'actualité quand même. Il parlait de début juillet pour le début d'une commission de réflexion à l'Assemblée, mais je ne suis pas sûr, Claire, que ça soit d'actualité. Tu as tout à fait raison de soulever cette question. Il va y avoir un sujet pour les collectivités qui sont fortement contributrices au FNGIR, c'est-à-dire celles qui avaient peu de ressources économiques et qui ont récupéré au moment de la réforme de la taxe professionnelle beaucoup de taxes d'habitation et qui vont être très fortement impactées par la crise avec une grosse perte de recettes et qui pourraient être mises en difficulté dans la contribution de ce FNGIR. Même chose sur les attributions de compensation. Va y avoir une vraie question sur des collectivités qui sont appelées des intercommunalités à reverser beaucoup d'attributions de compensation alors que leur panier de ressources est en train de fortement se réduire et s'effriter. Donc tous ces dispositifs, je ne vois pas comment on va pouvoir faire l'économie de ne pas remettre à plat tous ces dispositifs de compensation. Alors les AC, c'est intra-communautaire, mais FNGIR et toutes les compensations accrochées à ça, déjà on l'évoquait à la DCF dans la perspective de la réforme de la taxe d'habitation, de la suppression de la taxe d'habitation. Je pense que là on est vraiment dans une nécessité qui devient de plus en plus impérieuse, de se poser la question comment est-ce que peuvent être remis à plat en fonction de situations dont la réalité en matière de ressources et de charges va être complètement bouleversée par la crise. Certains territoires où il y avait un fort potentiel de croissance de la ressource, risquent de dégringoler en quelque sorte fortement sur ce potentiel de croissance. Donc ils étaient plutôt privilégiés, ils vont devenir très défavorisés, etc. Donc je pense qu'il va falloir complètement revoir nos outils concernant l'appréciation des forces et des faiblesses sur les richesses et les charges des territoires. Et cet exercice-là, il faut qu'on puisse le mener dès à présent pour être en mesure, bien évidemment, de échanger, négocier dans de bonnes conditions avec les représentants des différents ministères concernés. Et c'est ce que nous ferons. Très bien, merci Monsieur Quérel. Est-ce qu'on a d'autres questions main levée? N'hésitez pas, je radote un peu, mais n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir de vous entendre. Si vous souhaitez lever la main, sinon on peut s'attaquer à nouveau aux questions écrites. Alors, il y en a une, Cécile, oui, que je voudrais citer, alors peut-être en forme de conclusion s'il n'y a plus de main levée et de questions. Il y a une main qui se lève là? Non, justement, il n'y en a plus. Bon, c'est celle de Pierre Julien qui évoque l'enjeu démocratique. Sa question étant comment faire en sorte que le citoyen usager contribuable puisse s'approprier ce nouvel environnement. Effectivement, on ne l'a pas évoqué, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que la collectivité va être, et c'est ça qui est compliqué, obligé d'intervenir dans les deux tableaux, à la fois dans une temporalité très courte, agir immédiatement pour faire refonctionner des services, même de façon partielle, aider un contribuable, accompagner les réseaux associatifs pour maintenir une vie dans les quartiers qui soient tenables, etc., etc. Donc, être à la fois dans une situation d'urgence et en même temps se positionner sur une temporalité beaucoup plus longue pour prendre des décisions qui auront un effet sur la durée. Et l'usager, le contribuable va peut-être avoir du mal à s'y repérer dans tout ça. Donc je pense qu'il y a un impératif de communication avec l'usager et je reviens sur ces outils qui sont des outils d'observation, d'analyse et stratégiques, pactes fiscaux et financiers. Sans doute qu'il y a une place pour y faire à donner aux usagers, aux contribuables, aux citoyens dans ces pactes fiscaux et financiers pour qu'eux aussi puissent dire finalement ça concerne l'avenir de mon territoire, surtout que là on ouvre un nouveau mandat. Comment est-ce que faire intervenir, comment peut-on faire intervenir les contribuables, usagers, etc. dans ces réflexions? Je crois que ça a été peu fait jusqu'à présent, mais c'est peut-être une piste pour l'avenir. Très bien, mais effectivement, ça nous permet de faire une belle conclusion et de vous rappeler que nous allons vous reproposer un webinaire, cette fois-ci sur les relations fiscales communes, communautés, les dispositifs de péréquation et le pacte fiscal et financier. On a vu quelques questions qu'il évoquait dans les questions-réponses, donc on aura l'occasion d'y revenir probablement dans les 15 prochains jours.
Je me permets de vous rappeler également qu'on vous enverra le lien vers le replay de cette vidéo, le diapositif très complet de Claire et puis quelques informations supplémentaires si besoin, probablement dès demain, que cette vidéo sera également disponible comme toutes les autres web rencontres sur le site de la DCF. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder de temps en temps quand il vous manque des éléments. Et puis, je vous renvoie aussi vers la page d'accueil de la DCF qui vous donnera les nouvelles web rencontres à venir. Nous parlerons demain d'institutions et de gouvernance dans les prochaines semaines à partir de 15h30. Et la semaine prochaine, on parlera des dispositifs de soutien au commerce. Voilà, merci à tous. Passez une très bonne journée et puis une bonne fin de semaine. Et à la prochaine fois. Merci Claire et merci Simon aussi en coulisses. Au revoir à tous. Au revoir à Merci tous. de votre écoute.